L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Nous sommes dans la salle 24 du British Museum de Londres. Au centre de cette pièce encombrée de vitrines exposant diverses sculptures d'un autre temps, un moai vole la vedette. Il est haut de 2,43 m. Un moai, c'est une statue géante de l'île de Pâques. Reposant tristement sur son socle, celui-ci attise la curiosité des visiteurs. Son nom, Oa Akananaya, en français, l'ami dérobé. Tel un aimant, le passant se sent attiré par ce bloc de pierre qui suscite tant d'émotions et soulève tant de questions. Seule dans la salle, ce qui relève du miracle, la dernière visiteuse de la journée s'approche doucement de la statue. Elle prend le temps d'examiner chaque parcelle de cette tête géante. Elle est impressionnée par ce visage aux orbites vides et menaçantes, étonnée face à la longueur de ses oreilles, surprise par la taille de son nez. La particularité de ce moai vient de son dos. Un dos sculpté de dessins symbolisant le culte de l'homme-oiseau. Ce culte a renversé celui des moaïs. Il se retrouve précisément représenté sur l'un d'entre eux. C'est incroyable. Comme de nombreux visiteurs inventent-elles, elle se penche sur le petit texte explicatif posé sur le coin droit du socle. Il comporte bien peu de lignes, au regard de tous les questionnements que ces têtes de pierre géantes suscitent. L'ami dérobé, ce moai, a été retiré de son lieu de cérémonie d'Orongo par l'équipage britannique le 7 novembre 1868 et ramené à Portsmouth le 25 août 1869. Offert à la reine Victoria, le moai fut donné au British Museum le 6 octobre 1869. Point. La visiteuse est déçue. Elle espérait plus d'explications. Tous ces mystères associés à l'île de Pâques, toutes ces questions liées aux moaïs, à leur origine, à leur transport à travers l'île, à leur signification, rien, absolument rien, à part ces quelques phrases calligraphiées sur un bout de carton. Un dernier regard à l'ami dérobé et la visiteuse quitte la salle. Avant de sortir du musée, un petit détour par la boutique s'impose. Elle a le secret espoir d'y trouver quelque chose d'intéressant et elle n'est pas déçue. Une fois dans la rue, elle se dirige vers le café le plus proche. Confortablement installée, une tasse de thé posée devant elle, elle sort de son sac un petit livre d'à peine une 50aine de pages. Sur sa couverture, l'île de Pâques et ses moaïs. Au dos, un bref résumé du contenu. Elle parcourt les premières pages, s'arrête sur les photos. Très vite, elle se retrouve projetée à des milliers de kilomètres de là. Nous sommes le 7 novembre 1868. Il est 18h et c'est l'heure H de mon histoire. Pour comprendre l'importance de ce moment, revenons en arrière. Plus précisément, un lointain dimanche de Pâques, le 5 avril 1722. Ce jour marque la découverte par le navigateur hollandais Jacob Roggeveen d'un petit caillou volcanique de 164 km² flottant au milieu de l'océan Pacifique. À une époque où le calendrier religieux est d'une aide précieuse lorsqu'il s'agit de trouver des noms, cette île est tout naturellement baptisée île de Pâques. Le navigateur et son équipage y débarqueront dès le lendemain. Mais ils ne sont pas les premiers à atteindre ce territoire. Marins exceptionnels arrivés depuis l'archipel des Marquises, les Polynésiens ont mis un pied sur cette même île aux alentours du XIIIe siècle. Ils l'ont baptisé Rapa Nui, ce qui signifie « grande terre » en polynésien. Pendant plus d'une centaine d'années, ils ont vécu en vase clos sans aucun contact avec l'extérieur. La découverte de leur île par le navigateur batave va bouleverser à jamais l'histoire des Rapa Nui.
Même si le passage des Hollandais est de courte durée et cordial, il est suffisant pour permettre au navigateur et à son équipage d'apercevoir quelques moaïs, ces statues imposantes, fièrement dressées sur leur plateforme dos à la mer. Après le départ des Hollandais, l'île retombe dans l'oubli durant une bonne 50aine d'années. En 1770, c'est au tour des Espagnols de débarquer et de prendre possession de l'île de Pâques. Durant ce bref séjour, l'entente entre les habitants et les nouveaux arrivants reste amicale. Les Espagnols reprennent la mer à peine quelques semaines après leur arrivée. 4 ans plus tard, c'est au tour du navigateur anglais James Cook de poser les pieds sur Rapa Nui. Il ramènera dans ses bagages de nombreux dessins, ainsi que des descriptions précises de ce territoire peuplé de quelques milliers d'habitants sans un arbre à l'horizon. Le paysage est nu et parsemé d'innombrables statues aussi étranges que fascinantes. Depuis ce jour, les gigantesques têtes de pierre font parler d'elles bien au-delà de l'océan et soulèvent d'innombrables questions. Grâce aux navigateurs anglais, ou, connaissant le destin des autochtones, devrions-nous dire à cause du navigateur anglais, la curiosité d'autres explorateurs est attisée. En 1776, une première expédition française vient visiter l'île avant de reprendre la mer. Il ne faut pas longtemps après le passage des Français pour que le destin des habitants de l'île de Pâques prenne une tournure tragique. Aventuriers, chasseurs d'esclaves ou encore épidémies, les Rapa Nui se voient petit à petit dépossédés de leurs biens et de leur vie. À tel point que lors de l'arrivée de missionnaires français en 1862, il ne reste plus sur l'île de Pâques qu'une centaine d'habitants. Fiers de leur tradition, les Rapa Nui ne cèdent pas face aux missionnaires et leur idée d'un autre Dieu. Ces derniers repartiront bredouille pour mieux revenir et retenter leur chance quelques années plus tard. Nous sommes alors en mars 1866. La petite Moana se faufile discrètement, telle une souris, à travers les quelques habitations de son village. Son objectif ? Rejoindre le village d'Orongo, situé en bordure du volcan Ranokau. Ancien centre cérémonial du culte de l'homme-oiseau, Orongo est formé d'une 50aine de petites maisons de pierre. L'entrée de chacune d'entre elles est tellement basse qu'on y accède uniquement en rampant. Moana, avec l'agilité de ses 10 ans, se faufile sans peine dans l'une des habitations. Les fenêtres, quasi inexistantes, plongent l'unique pièce dans une obscurité protectrice. La petite fille s'installe contre le mur, situé face à la porte, et écoute le silence. Surtout, ne pas être repérée. Elle sait que le village d'Orongo a été interdit d'accès par les missionnaires français arrivés quelques mois plus tôt sur l'île. Elle est bien consciente qu'y être découverte laisserait supposer sa nostalgie des cultes des anciens. Non, elle ne peut risquer une telle accusation. Que diraient ses parents ? Et pourtant, lorsqu'elle aperçoit ces moaïs tournés fièrement vers le centre des plaines, Moana ressent comme une certaine protection face aux dangers du monde extérieur. Ce que ces autres, ces étrangers venus par-delà les océans ne lui inspirent pas. Lorsqu'elle pose ses mains sur un moaï, un sentiment de sérénité la traverse. Elle se sent apaisée, en sécurité. Un sentiment que ces autres, venus avec leur nouveau Dieu, ne lui procurent pas, mais vraiment pas. Ces statues font partie de leur histoire. Une histoire tragique, certes, mais bien réelle, et qui ne peut être oubliée. Moana voit bien que depuis que ces autres sont là, les choses changent. Elle comprend bien que ni les moaïs, ni l'homme-oiseau n'ont plus aucune importance. Moana garde en mémoire tous les récits racontés par sa grand-mère, que cette dernière a elle-même entendus de sa mère. Des histoires magiques, entremêlées de tragiques, et qui traversent les générations pour que la mémoire n'oublie jamais. La petite fille se souvient d'une nuit particulièrement agitée. Les vents étaient violents et les vagues cognaient furieusement contre les falaises. Elle avait de la peine à trouver le sommeil.
Sans faire de bruit, elle s'était levée et s'était dirigée vers la porte pour admirer la nature déchaînée. Elle avait découvert avec surprise qu'elle n'était pas la seule à avoir eu cette idée. Sa grand-mère s'était retournée, lui avait souri et l'avait invitée à venir s'asseoir auprès d'elle. Après quelques instants, brisant le silence, l'aïeul avait demandé à sa petite fille « Savais-tu que les Moaïs étaient surnommés les hommes qui marchent, car c'est en marchant qu'ils ont rejoint leur Aou, cette plateforme de pierre sur laquelle ils sont posés ?» Moana avait répondu par la négative. Sa grand-mère avait ajouté « Certains les appelaient aussi ceux qui regardent les étoiles, car leur regard est dirigé vers le ciel. » Ce soir-là, Moana est tout ouïe. Elle aime quand sa grand-mère lui raconte les histoires de ses ancêtres. Elle voyage dans un autre temps, avant l'arrivée des Européens. Ces temps avant la destruction de son peuple et de ses croyances. On entend beaucoup de récits autour de nos chers Moaïs, commence la grand-mère. Au fil du temps, la vérité se transforme et la légende s'installe. Environ 900 Moaïs ont été sculptés par tes ancêtres. Un peu moins de 400 d'entre eux ne quitteront jamais leur carrière. Ils ont pris forme à même la roche. Le basalte du volcan Rano Ranaku, plus tendre que la pierre, facilitait la réalisation de gros ouvrages. Les statues étaient taillées en position allongée. Leur hauteur variait d'une statue à l'autre. D'1 mètre pour le plus petit jusqu'à 21 mètres pour le plus grand. Un grand qui n'est d'ailleurs jamais sorti de la carrière. La tête était sculptée avec soin en premier. Une fois la tête achevée, on attaquait le corps pour terminer par les flancs. Une fois la statue terminée, elle était délicatement détachée de la paroi et mise en position debout. Restait encore à s'occuper de son dos. Il était d'abord poli, ensuite des dessins symboliques représentant, selon la légende, les tatouages de l'ancêtre divinisé y étaient gravés. La grand-mère de Moana marque une pause. On l'a dit, Moaï veut dire statue ou figurine. Les Moaïs symbolisaient à une époque très ancienne le culte des ancêtres. Ces géants de pierre représentaient des dirigeants ou des personnes importantes qui pouvaient continuer à protéger la tribu une fois dans l'au-delà grâce à leur pouvoir spirituel appelé mana. Ce culte était pratiqué avec d'autant plus de ferveur que les premiers habitants de l'île se sentaient bien seuls sur ce minuscule caillou de 164 km² perdu au milieu de l'océan Pacifique. Cet isolement du reste du monde a également créé un esprit de compétition entre les différents clans de l'île. Comme ils étaient contraints de cohabiter sur un territoire minuscule et que chaque clan souhaitait être le plus fort, ils se sont lancés dans un concours sans fin, celui du plus imposant Moaï. Mais comment sont-ils sortis de la carrière ? Te demandes-tu certainement, reprend la grand-mère. Comment ces colosses de pierre ont-ils fait pour se retrouver aux 4 coins de l'île ? C'est une question qui a effectivement déjà traversé l'esprit de Moana. Alors son aïeul poursuit. Une des nombreuses légendes évoque le mana. Il s'agit d'une force spirituelle venant des ancêtres. C'est elle qui serait à l'origine du déplacement des statues. Oh, je vois que tu fais des grimaces face à cette explication. Oh, je te comprends. Elle n'est pas forcément facile à intégrer, surtout à ton jeune âge, mais j'aime à savoir que nos ancêtres sont toujours là, à nous protéger. D'ailleurs, l'énergie que l'on ressent lorsqu'on est près d'eux me laisse penser que cette histoire n'est peut-être pas totalement farfelue. Une autre légende, plus facile à concevoir, raconte que les statues ont été déplacées par des hommes. On parle de 3 groupes d'hommes par statue. 2 groupes de part et d'autre de la tête et un groupe à l'arrière pour l'empêcher de tomber vers l'avant. Patiemment, mètre après mètre, les hommes placés sur les côtés ont fait avancer le Moaï en le faisant dandiner de droite à gauche. Tous les Moaïs ne sont pas arrivés indemnes jusqu'à leur Aou, cette plateforme sacrée sous laquelle se trouvaient les os des défunts. Certains gisent ici et là sur leur ventre. Impossible à remettre debout, ils ont été abandonnés à l'endroit même où ils sont tombés. À imaginer ces Moaïs se dandiner à travers l'île, on comprend mieux la jolie légende des Moaïs qui marchent.
Une fois arrivés sur leur haou, on remplissait leur orbite vide par du corail et une roche volcanique appelée l'obsidienne. Cette petite touche permettait de leur donner vie. Les Moaïs étaient placés dos à la mer, tournés vers l'intérieur de l'île. Ils avaient le regard orienté vers le ciel. Voilà pourquoi on les surnomme également ceux qui regardent les étoiles. Certains d'entre eux étaient coiffés d'un chapeau rouge, pesant plusieurs tonnes. Une théorie voudrait que, vu le poids du chapeau, les Moaïs auraient plutôt été déplacés grâce à des sortes de rampes. Le prolongement de celle-ci aurait ensuite permis de faire rouler l'imposante coiffe jusqu'au sommet de la tête. Rondins, cordes ou souffle spirituel, le mystère reste encore à ce jour entier. Et puis, grand-mère se tait. Elle regarde ces nuages qui, aidés par les rafales de vent, déversent leur trop-plein d'eau avec fougue. On entend les vagues de l'océan déchaînées cogner rageusement contre les falaises. Perdue dans ses souvenirs, elle revit avec émotion ces moments datant d'avant l'arrivée des missionnaires. La tristesse s'empare de la grand-mère de Moana. Quelques larmes coulent sur sa joue. Elle ne prend pas la peine de les sécher. Elle pleure sa vie d'avant. Elle pleure sa civilisation, qu'elle voit se perdre au nom d'un autre Dieu. Elle pleure sa petite fille condamnée à vivre dans un nouveau monde qui préfère détruire un passé plutôt que de l'accepter. Moana comprend la tristesse de la vieille femme. Fascinée depuis toujours par ces têtes géantes, la fillette sait qu'aujourd'hui il faut être discrète, ne pas en parler, ne pas s'y intéresser. Pourquoi ces autres nous obligent-ils à oublier ? Se demande-t-elle. Pourquoi ces autres nous imposent-ils leur façon de voir le monde ? Cette nuit-là, lorsque Moana retourne se coucher, elle rêve des Moaïs. Elle se souvient qu'un matin, elle devait avoir 4 ou 5 ans. Elle avait dit à sa maman avoir rêvé des Moaïs gisant tristement non loin de la maison. Sa mère lui avait alors raconté que les Moaïs étaient des marcheurs de rêve. Selon une légende, ils venaient la nuit visiter les rêves des humains. Oh, non pas pour leur faire peur, non, plutôt pour les protéger et aussi pour s'assurer qu'ils n'étaient pas oubliés. Un bruit de pas sort brusquement Moana de ses pensées. Elle entend son nom. Qui l'appelle ? Sûrement un de ses autres. Alors elle frissonne. Doit-elle se montrer ou rester cachée ? Elle attend. L'autre ne doit plus être très loin. Elle retient sa respiration. Surtout ne pas faire de bruit. Lorsque la voix commence à s'éloigner, elle rampe prudemment hors de la maison. Elle voit au loin un jeune homme qui continue à l'appeler. Elle se met à courir dans le sens inverse. Elle doit absolument être chez elle avant que l'autre n'arrive. Le soleil est à peine levé lorsque la petite Moana ouvre les yeux. Elle entend du bruit dans la maison. Ses parents et sa grand-mère sont déjà réveillés. Toute la famille se prépare à célébrer la fête la plus importante de l'année, celle du culte de l'homme-oiseau. Il y a de cela quelques années déjà, alors qu'elle avait à peine 6 ans, sa grand-mère lui avait raconté la fascinante histoire de l'homme-oiseau. Voici les paroles de son aïeul que Moana avait écoutées attentivement. Comme tu le sais, ma chère Moana, l'oiseau est un animal sacré pour nous. Ils ont cette chance que nous n'avons pas, de pouvoir s'approcher au plus près des dieux. L'un d'entre eux est devenu un porte-bonheur pour notre peuple. Il s'agit de l'hirondelle de mer. C'est un petit oiseau d'environ 40 cm aux couleurs blanches, noires et grises. Selon la légende, c'est le dieu initial qui aurait amené l'oiseau sur les îlots entourant l'île de Pâques. Grâce à ses œufs, la population était assurée de ne pas mourir de faim. Ce culte rend hommage à cette hirondelle de mer, venant par-delà l'océan au début du printemps pour repartir à l'approche de l'hiver. C'est à Orongo qu'a lieu l'événement tant attendu par la petite fille. Village situé sur une des crêtes du volcan Ranokau. Il surplombe de gigantesques falaises, sombres, dangereuses. À l'occasion de la célébration du culte de l'homme-oiseau, chaque clan de l'île désigne son meilleur guerrier.
c'est ce dernier qui aura la difficile et délicate mission de revenir le premier avec un œuf d'hirondelle de mer. Mais attention, le joli petit œuf blanc, moucheté de noir, doit revenir intact. Le gagnant qui rapporte l'œuf à son maître est désigné l'homme-oiseau. Il sera considéré jusqu'au printemps suivant comme étant le représentant sur terre du dieu initial. Quant au maître, il devient le temps d'une année le second roi de l'île. Oh, récupérer l'œuf n'est pas une mince affaire. Les guerriers doivent descendre la falaise depuis Orongo. Ensuite, se jeter à l'eau et nager environ 2 kilomètres pour rejoindre l'îlot de Motonui. Dès que ce dernier est atteint, les guerriers doivent escalader une falaise de 180 mètres et y trouver au sommet les œufs. Une fois l'œuf en sécurité sur leur tête, ils doivent refaire tout le chemin en sens inverse. Et attention à la casse. L'œuf doit arriver intact à bon port, on l'a dit. Un véritable exploit pour ceux qui y parviennent et de la souffrance pour les familles qui y perdent un proche. Les eaux sont dangereuses et les falaises peuvent être mortelles. Le culte de l'homme-oiseau, petit à petit, a remplacé le culte des Moaïs, sans pour cela l'éclipser. Année après année, les statues ont commencé à perdre de leur prestige. L'importance accordée aux ancêtres et à leur représentation sur Terre à travers celle-ci s'essouffle. Les différents clans ne cessent de s'affronter et l'île de Pâques est au bord de l'autodestruction. Ce nouveau culte de l'homme-oiseau permet de rétablir un nouvel ordre et de retrouver un certain équilibre. Moana sort de son lit, l'impatience la gagne. Outre le fait de retrouver ses amis et l'ambiance joyeuse qui accompagne la fête annuelle, elle se souvient de l'excitation qu'il avait emportée l'année précédente, lorsqu'elle suivait du regard le guerrier de son clan. Oh, elle aurait tant voulu qu'il sorte vainqueur de l'épreuve. Qui sait, peut-être cette année. Accompagnée de ses parents et de sa grand-mère, Moana trouve une place de choix avec vue sur l'îlot de Motonui. Les anciens chantent, d'autres dansent. La cérémonie du culte de l'homme-oiseau commence. Nous sommes au printemps 1866. Sans le savoir, Moana et tous les autres sont en train d'assister à leur dernière cérémonie. Le 22 décembre 1866, le missionnaire français installé sur l'île de Pâques depuis peu écrit en effet qu'il est proche d'atteindre son but, à savoir celui de mettre fin aux croyances anciennes. Lorsqu'on entend parler de l'île de Pâques, on pense directement à ces moaïs, ces fameuses têtes géantes déposées aux 4 coins de l'île selon un procédé qui reste encore aujourd'hui bien énigmatique. Cordes, rondins, souffle spirituel. Entre légendes et suppositions, le mystère n'est pas près d'être levé. Les moaïs sont installés sur les aous, on l'a dit. Les espaces proches de celles-ci étaient considérés comme tapous, c'est-à-dire que ces espaces étaient sacrés et interdits. Et puis, petit clin d'œil que je ne peux m'empêcher de partager avec vous. Savez-vous que ce mot « tapou » est revenu dans la langue française sous le terme « tabou ». Intéressant, non? Moana est épuisée. La journée a été longue et la déception reste encore très vive. Elle avait tant espéré que le guerrier de son clan deviendrait le nouvel homme-oiseau. Eh bien, ce ne sera pas le cas pour cette année. Le comportement de l'autre l'a beaucoup intrigué. Assis légèrement en retrait, il n'a pas pris part à la cérémonie. Il a préféré passer son temps à griffonner des choses incompréhensibles. Malgré le sourire qu'il lui a lancé à chaque fois qu'elle est passée près de lui, elle ne pouvait s'empêcher de frissonner. Contrairement à un certain nombre d'habitants, Moana se méfie de cet autre, qui voit d'un mauvais œil leurs coutumes et traditions. Elle entend grand-mère pester contre ses nouvelles idées, mais elle comprend aussi la position de ses parents, qui tentent d'y voir le début d'un avenir plus serein. Moana déambule à travers le village, elle s'ennuie. C'est le guerrier d'un des clans de l'est de l'île qui est désormais l'homme-oiseau. Dès la fin de la cérémonie, on lui a rasé la tête et il s'est dirigé vers la grotte, dans laquelle il séjournera jusqu'à l'année prochaine. Du fait de son caractère sacré, il lui est interdit de sortir et d'être en contact avec les habitants de l'île.
Seules les personnes habilitées peuvent venir lui rendre visite et le nourrir. Oh mon Dieu, quelle vie! Moana n'en voudrait certainement pas, même si elle mesure la fierté que cela doit apporter pour toute la famille et le clan. Elle n'est finalement pas trop mécontente de savoir que son frère ne sera jamais un grand guerrier. Il y a donc peu de chances qu'il se retrouve un jour à devoir sauter du haut d'une falaise. Moana sent sa grand-mère inquiète. Ces derniers jours, elle ne cesse de lui raconter encore et encore les histoires de leur peuple. Mais de quoi a-t-elle si peur? L'origine des habitants de Rapa Nui soulève encore aujourd'hui de nombreuses questions. L'archipel des Marquises compte 12 îles. Il y a de cela bien longtemps, lorsqu'une île arrivait au bout de ses ressources en raison, entre autres, d'une surpopulation, une poignée d'habitants décidait de tenter sa chance ailleurs. C'est ainsi que, guidés par le roi Otumatua, les premiers habitants de l'île de Pâques ont débarqué en 1200 sur ce petit caillou perdu au milieu de l'océan. L'île, au paysage hostile, avec ses falaises tombant à pic dans une eau rugissante, était alors déserte. Jusque-là, rien de bien compliqué. Les premiers habitants de l'île de Pâques viennent des Marquises et sont donc polynésiens. Oui, mais c'est sans compter la découverte d'un pan de mur à Vinapu, situé dans la région sud de l'île. Comme dans d'autres centres de cérémonie, les moaïs de ce site ont été détruits lors des guerres entre les différents clans. Pourtant, à Vinapu, ce ne sont pas les moaïs qui sont les vedettes, mais plutôt un mur, ou ce qu'il en reste. Ce mur est appelé mur Inca. À l'origine, il mesurait environ 3 mètres de haut. Constitué de blocs de pierre parfaitement ajustés, il rappelle très fortement ce qu'on peut observer sur certains sites du Pérou, comme le célèbre Machu Picchu. Une des légendes raconte qu'un roi Inca, prénommé Tupac, aurait embarqué du Pérou à bord d'un radeau rempli de textiles, céramiques et autres bijoux et serait arrivé environ 3 mois plus tard sur l'île de Pâques. Une légende Rapa Nui tend à confirmer ce contact Inca avec les autochtones. On y parle de navigateurs venus d'un autre monde, de personnes d'une autre culture. Leur corpulence est robuste, leur menton proéminent et leurs oreilles allongées. Corpulence robuste, menton proéminent, oreilles allongées, tiens, comme certains moaïs. La paroi construite à Vinapu ressemble à des constructions que l'on peut retrouver près du lac Titicaca au Pérou. Celles-ci ont précisément été érigées à l'époque du roi Tupac. Ce qui soulève la question suivante. Et si l'origine des habitants de l'île était finalement plutôt Inca? L'île de Pâques n'en a pas fini avec ses mystères. La datation du mur permettrait d'affirmer qu'il aurait été construit bien avant l'essor de la civilisation à l'origine du Machu Picchu. Par ailleurs, des analyses ADN réalisées sur des ossements confirmeraient l'origine uniquement polynésienne des habitants de l'île de Pâques. Alors, comment expliquer le type de construction de cette paroi? Pourquoi l'île n'en compte qu'une seule édifiée ainsi? Encore aujourd'hui, le mystère reste entier. Ce mur intrigue et fait partie d'une des nombreuses énigmes qui entourent cette civilisation, aujourd'hui disparue. Un matin d'été, Moana sent une pression sur son bras. Encore fatiguée, elle ouvre difficilement les yeux. Sa grand-mère se tient devant elle, l'index sur sa bouche pour lui faire comprendre de ne surtout pas faire de bruit. Moana sort du lit, s'habille et, sur la pointe des pieds, quitte sa chambre pour rejoindre sa grand-mère, qui l'attend déjà devant la maison. Ces derniers jours, la petite fille a remarqué que sa santé déclinait fortement. Depuis l'arrivée des autres, elle n'est plus la même. Moana ressent chez son aïeul une forme de lassitude, mêlée à une certaine tristesse, comme si elle n'avait plus envie de vivre tout ça, comme si elle en avait assez. Bientôt 1 an que les autres sont là et que de changements. Il aura suffi de si peu de temps pour mettre à mal leur tradition vieille de tant d'années. Moana suit sa grand-mère jusqu'à la sortie du village.
Pas très loin se trouve un naou sur lequel sont posés 4 moaïs encore debout. La vieille femme se rapproche de l'un d'entre eux, soulève quelques pierres situées à l'arrière de la statue et lui tend, émue, une tablette de bois. Moana s'en saisit, émerveillée. Du bout des doigts, elle frôle délicatement les différents signes gravés. Elle sait qu'elle tient dans sa main un trésor qu'il faut protéger à tout prix. Les spécialistes d'aujourd'hui estiment qu'il existerait environ 500 signes représentant des animaux, des hommes, mais aussi des objets du quotidien. Chaque dessin serait associé à une idée ou à un mot. Le nom donné à cet ensemble de signes est Rongorongo. Mais comment se lisent ces signes? Que signifient-ils exactement? Font-ils partie d'une écriture propre ou s'agit-il uniquement d'un moyen mnémotechnique pour réciter chants et autres légendes? Il s'agit d'une énigme de plus, entourant la civilisation de l'île de Pâques, car les derniers scribes, réduits en esclavage, décèdent en 1862. Leur disparition précipitera la fin de la connaissance de la langue Rongorongo et fera naître au passage un nouveau mystère. En 1868, l'évêque de Tahiti reçoit de la part d'habitants de l'île de Pâques une longue corde de cheveux, enroulée autour d'une tablette Rongorongo. Il mesure immédiatement l'importance de ce cadeau. En effet, il sait que sur ordre des premiers missionnaires arrivés sur l'île, un très grand nombre de tablettes a été détruit. En avoir une entre les mains relève tout simplement du miracle. Il s'agit d'un vestige d'une tradition ancienne. L'évêque demande à l'un des missionnaires présents sur l'île de Pâques d'essayer d'en trouver d'autres, mais surtout de mettre la main sur une personne capable de les lire. Le missionnaire en trouvera 3 autres. Il lui faudra 1 an pour dénicher à Tahiti un ouvrier originaire de Rapa Nui qui soit en mesure de lire les tablettes, ou plutôt de les chanter. Sachant que Rongorongo peut être traduit par « bâton de chant », cela n'est guère étonnant. La lecture des 4 tablettes ne suffira pas à lever complètement le voile sur le mystère de cette écriture. On peut être certain d'une seule chose, c'est la façon dont elle se lit. La tablette est divisée en 2 types de lignes, une orientée de droite à gauche et la seconde de gauche à droite, ce qui fait qu'à chaque fin de ligne, il faut retourner la tablette. Il semblerait également que chaque signe soit placé la tête en bas. Il a aussi été noté que des séries de symboles revenaient à plusieurs reprises, comme un refrain. Malgré ces indices, le Rongorongo reste et restera probablement pour toujours une écriture non déchiffrée. En effet, son décodage est rendu difficile par le faible nombre de tablettes encore existantes, mais aussi par le manque de récits liés au contexte. Ces derniers auraient pu aider les chercheurs à mieux les interpréter. Il ne reste aujourd'hui que 21 tablettes dispersées dans le monde. Leur rareté les rend précieuses, mais pas seulement. S'il pouvait être démontré que cette écriture a été créée avant l'arrivée des Européens, alors le peuple de l'île de Pâques ferait partie de la lignée de ceux ayant développé leur propre système d'écriture, comme le firent par exemple les Égyptiens. Absolument fascinant. Voilà déjà 2 semaines que la grand-mère de Moana est partie rejoindre les ancêtres. Désormais, la petite fille se retrouve seule face à ces changements qu'elle a du mal à intégrer. Au retour du printemps suivant, la cérémonie du culte de l'homme-oiseau n'a pas lieu. Lorsqu'elle questionne ses parents sur cette anomalie, ils ne font que hausser les épaules et lui disent, résignés, qu'il faut se tourner vers l'avenir. Et dans cet avenir, leurs croyances ne font plus partie. Moana n'a jamais ressorti la tablette de sa cachette, de peur de se faire surprendre. C'est le peu qui lui reste de leur vie d'avant et de sa grand-mère. Quelques semaines avant son décès, l'aïeule de Moana a prié sa petite fille de l'accompagner au village d'Orongo. Elle souhaitait lui montrer quelque chose d'important.
C'est ainsi que, par un beau matin ensoleillé, Moana et sa grand-mère se faufilent discrètement hors de leur village pour atteindre, après plusieurs kilomètres, celui d'Orongo. Elles se dirigent vers une des maisons les plus reculées, complètement à l'abandon depuis bientôt 2 ans. L'habitation tombe dangereusement en ruine. Juste derrière elle se trouve, bien dissimulée, l'entrée d'une grotte. Et caché dans celle-ci, à l'abri des regards, se tient un moaï, et pas n'importe lequel. Il s'agit de Oa Akananana Ia, ou l'ami oublié. Sa particularité, il réunit les 2 cultes importants du peuple de l'île de Pâques, celui des moaïs et celui de l'homme-oiseau. Vénéré secrètement par plusieurs habitants de l'île, ce moaï représente leur histoire, leur âme. Sa grand-mère venait régulièrement se recueillir auprès de lui. Apaisée, elle laissait de côté sa peine, mais surtout sa haine de l'autre. Aujourd'hui, assise au fond de la grotte, Moana reste de longues minutes près de la statue et du souvenir de sa grand-mère. Elle sait qu'elle n'échappera pas au changement qui lui est imposé, mais elle sait avec tout autant de certitude que son cœur appartiendra pour toujours à ses ancêtres. Août 1868, 2 ans après l'arrivée des missionnaires. Les derniers Rapa Nui sont baptisés. Les Britanniques de passage sur l'île souhaitent ramener avec eux un moaï comme souvenir. Les missionnaires français verront dans cette demande l'opportunité de sortir de l'île l'ami oublié, de mettre ainsi un point final aux anciennes croyances. Nous sommes le 7 novembre 1868. Le jour est à peine levé lorsque l'ami oublié est sorti de sa grotte et déposé dans le navire qui va l'emporter jusqu'en Angleterre. L'île de Pâques sera annexée au Chili en 1888, soit 20 ans plus tard. Le Chili louera alors les terrains aux colons anglais qui feront essentiellement de l'élevage. Les Rapa Nui seront quant à eux parqués dans un village entouré de barbelés, véritable prison à ciel ouvert. Ils devront attendre 1966 pour obtenir la citoyenneté chilienne et retrouver enfin leur liberté d'être. Cette dernière s'accompagne du profond désir de retrouver leurs moaïs dispersés un peu partout dans le monde. Et plus particulièrement, l'ami oublié, sorti de l'île et exposé depuis octobre 1869 au British Museum de Londres. Sans sous-estimer l'importance des autres moaïs, celui-ci porte en lui une dimension exceptionnelle, celle de réunir les 2 cultes les plus importants du peuple Rapa Nui, celui des moaïs et celui de l'homme-oiseau. Ainsi, il est un véritable symbole de leur culture. À ce titre, les Rapa Nui demandent, depuis plusieurs années déjà, son rapatriement sans succès. À l'occasion de son déplacement en Angleterre en novembre 2018, la gouverneure principale de l'île de Pâques, Tarita Alarcon Rapu, émue, a déclaré ceci. « Je pense que mes enfants et leurs enfants méritent d'avoir la chance de le ressentir, de le voir. Nous sommes venus jusqu'ici, mais nous ne sommes qu'un corps, vous les Anglais. Vous avez notre âme. » En référence, bien sûr, au Oa Akananana Ia. Des mots qui touchent et qui confirment à quel point les traditions des ancêtres restent plus fortes et plus ancrées que jamais. Entre ces légendes et ces réalités, entre ces mystères et ces vérités, l'île de Pâques ne cessera d'alimenter nos imaginaires et nos rêves les plus fous. Ce petit caillou perdu au milieu de l'océan continuera encore longtemps à faire parler de lui grâce essentiellement à ses statues aussi fascinantes que terrifiantes. D'ailleurs, saviez-vous que si vous souhaitez voir un moaï, vous ne devrez pas aller bien loin. Juste à Bruxelles, au Musée royal d'art et d'histoire. Vous pourrez admirer Pu Akanononga, en français « Dieu des pêcheurs de thon », offert par la population de l'île en 1935. Voilà pour ce récit que j'ai eu la chance de partager avec vous grâce à la plume de Stéphanie Weber. L'heure H. Jean-Louis Lahaye.